surtout vous transmettre les salutations chaleureuses de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le ministre Souleymane Diarra-Souba, qui est natif de Yamoussoukro, qui a bien voulu être présent à ces assises. Malheureusement, il est hors du pays. Alors, comme je le disais, les femmes attendent beaucoup sur les questions de commercialisation. Et la bonne nouvelle que moi je voudrais vous donner ce matin, c'est que le marché du vivrier existe bel et bien. Le marché du vivrier existe bel et bien, et je le répète. Donc pour moi, il faut produire. Mais ce marché qui existe, hier, vous étiez dans cette salle. Lorsque le représentant de Kens intervenait, il vous a dit qu'il a besoin d'importantes quantités de maïs, mais que ce n'est pas produit. Il est obligé d'importer. J'ai discuté récemment avec des représentants de la Solibrare, des brasseries, eux aussi en ont besoin. Aujourd'hui, tous les éleveurs ont des problèmes pour avoir du maïs. Donc, le marché existe. J'ai fait un tour récemment dans l'ouest du pays. J'ai vu que tout le manioc, la banane, toutes ces productions, le placali, ça sort du pays. Les besoins existent. Donc, je vous dis que le marché existe bel et bien. Et c'est la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous ce matin. Alors, ce marché existe bel et bien, mais pour y accéder, il y a des critères. On ne va pas tout azimut sur ce marché. Tout à l'heure, les autres ont parlé. Ils vous ont parlé des questions de qualité. Quand vous produisez, il faut produire la qualité. Moi, je suis un fanatique du riz d'anané que j'aime bien consommer. Mais le riz d'anané, chaque fois que je le consomme, bon, c'est des brisures de cailloux que je tape. Et quand je l'ai fait une ou deux fois, j'arrête carrément de consommer ce riz. Et puis je préfère payer un riz qui nous vient d'ailleurs, qui est un peu plus cher. Donc il faut miser sur la qualité si vous voulez que vos produits soient compétitifs. Autre chose, vous avez la question du prix. Si vous avez des prix, vous produisez avec des coûts de revient qui sont plus intéressants que les autres, qui sont plus importants, évidemment, on va se rabattre sur des produits qui ont un moins de prix. Parce qu'avec les petites superficies que vous faites, avec les petits rendements que vous avez, vous ne pouvez pas faire d'économie d'échelle. Vous avez des coûts de revient qui sont importants. Et évidemment, pour gagner, vous êtes obligé de vendre cher. Donc, il faut régler la question du prix. Évidemment, ça s'accompagne également avec les questions de volume de production que vous mettez sur le marché. Alors, j'étais en Israël, je ne vais même pas en Israël, je reste au Maroc et en Tunisie, où aujourd'hui, pour des plantations de tomates, on est à 240 tonnes hectares. Combien de personnes dans notre pays arrivent à faire ne serait-ce que 30 tonnes hectares? Ce n'est pas possible. Donc la question des volumes que vous mettez sur le marché, c'est important. Un grossiste ne va pas se déplacer jusqu'à Danané pour aller prendre 10 tonnes de produits. Ce n'est pas possible. Et c'est tout ça qui montre l'intérêt de vous mettre ensemble. Parce que si vous êtes seul, que vous ne pouvez pas offrir 5 tonnes de produits, si vous êtes 10, si vous êtes 15, si vous êtes 20, vous pourrez charger 1 à 3 camions. Donc la question des volumes qu'il faut mettre sur le marché, c'est important. Autre chose, c'est la régularité dans l'offre de produits. Ça, c'est un gros souci que nous avons. Notre agriculture reste entièrement pluviale. Et quand la saison des pluies commence, nous tous, on commence à mettre en place. Et quand on a mis en place, la récolte commence en même temps. Et en juillet, août, nous tous, on récolte des aubergines. Mais l'offre, la demande ne suit pas. Vous offrez plus qu'on en a besoin. Et moi, dans mon village, très souvent, quand vous arrivez au mois de septembre, août, l'aubergine n'a pas de prix. Les femmes refusent de récolter parce que la cuvette qui était initialement à 3 000
passe à 2000, à 1000 francs et après à 200 francs. Quand vous atteignez ça, elle refuse de récolter. Et donc, il faut régler cette question de régularité. Et après, on se rend compte qu'il n'y a plus d'aubergines sur le marché. Alors, moi, si je veux passer un marché avec quelqu'un, je préfère aller avec quelqu'un avec qui je suis sûr d'avoir la production à tout moment que de travailler avec quelqu'un qui va m'offrir une fois, 2 fois, et puis qui ne peut plus m'offrir. Et ça, les solutions existent. Je pense que le représentant de la Banque mondiale en a parlé, le représentant du projet la chaîne des valeurs en parler. Il faut maîtriser les questions d'irrigation. Il faut réussir à mettre en place mobiliser l'eau de sorte qu'on puisse produire en tout moment, en toute saison de l'année. Et c'est comme ça qu'on pourra aussi être compétitif. Et peut-être la dernière chose que je voulais ajouter, c'est la question aussi de la stabilité politique. Aujourd'hui, moi, je ne viendrai pas faire affaire dans un pays où il n'y a pas de stabilité politique. Donc, voilà un peu, je pense, les critères que nous devrions d'abord observer pour pouvoir parler de compétitivité. Et évidemment, pour faire tout ça, vous avez besoin d'accompagnement. Et pour cet accompagnement, l'État a créé plusieurs structures, dont l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, l'OCPV. C'est une structure qui est sous la tutelle, comme je l'ai dit, du ministère du Commerce et de l'Industrie. Elle a été créée depuis les années 1984 et existe toujours. C'est dire combien de fois cette structure est importante dans la chaîne des valeurs. Et les axes d'intervention sur lesquels l'OCPV travaille, c'est d'abord le développement d'infrastructures modernes de mise en marché des produits vivriers. Les panélistes qui sont passés avant moi en ont parlé. L'État avait initié la construction du marché de gros dans le temps. Et le seul et unique marché de gros qui avait été construit en son temps, c'est le marché de gros de Boaké que nous connaissons tous. Mais à côté du marché de gros de Boaké, l'État avait construit aussi des centres de collecte et de groupage. Vous avez celui de Meyagi, celui de Kotobi et celui de Silematiali. Mais c'était des projets, il fallait voir comment ces marchés allaient se comporter pour pouvoir lancer la chose à grande échelle. Ces marchés n'ont pas été dotés d'un certain nombre d'équipements, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le marché permet de stocker des produits. Mais en termes d'infrastructures, par exemple de conservation, il n'y en a pas. Et Dieu merci, aujourd'hui, avec toujours la Banque mondiale, dans le cas du PUDICAS, la Banque mondiale est en train de nous accompagner à avoir des équipements de conservation, des équipements de traitement, d'emballage et tout ça. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Et l'autre axe d'intervention de l'OCPV, c'est l'information. Et monsieur le représentant du BNET en a parlé. Donc lorsque je suis arrivé à l'OCPV, tantôt c'est des coups de fil que je reçois. Monsieur le directeur, j'ai envie d'acheter 30 tonnes de telle spéculation, mais je ne sais pas où m'en procurer. Dans le même temps, vous avez des coopératives qui vous appellent. Monsieur le directeur, nous avons produit 40 tonnes de manioc, on ne sait pas où vendre. Donc du coup, il y a cette question d'information. Il faut qu'on sache où trouver la production. Il faut qu'on sache où vendre également la production. Il faut qu'on sache les prix qui sont pratiqués. Il faut qu'on sache les variétés qui existent. Merci. La Banque mondiale nous accompagne encore à mettre en place une plateforme d'information qui va regrouper tous les acteurs où chacun pourra aller puiser l'information. Autre axe sur lequel nous intervenons, c'est vraiment la promotion et la valorisation de nos produits agricoles. Parce qu'une chose, c'est de produire. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de structures qui transforment et qui assistent. C'est l'occasion de montrer à tous ceux qui vont visiter ces stands-là ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font comme transformation. Parce qu'il faut montrer ce que vous savez faire pour qu'on aille vers vous. Il faut transformer nos produits, il faut participer à des foires internationales pour dire ce que vous avez et vous pourrez avoir des clients qui vont venir vers vous.
L'autre axe, j'allais dire qu'il y a dans ce secteur, chacun veut être président de quelque chose. Quand une est présidente de l'Union des coopératives, il y a une qui va créer une fédération à côté, il y a une qui va créer une confédération après, ainsi de suite. Et les mêmes, vous les retrouvez dans les mêmes structures. Et je pense qu'il faut à un moment donné qu'on mette fin à cela et qu'on mette en place des structures qui soient viables. Et nous nous battons à cela. On veut créer des professionnels. La professionnalisation, on veut créer des professionnels. Si vous êtes producteur, soyez des producteurs et de bons producteurs. Si vous êtes des transformatrices, soyez des transformatrices et de bonnes transformatrices. Si vous voulez faire du commerce, faites du commerce et faites-le bien. Association des producteurs, des commerçants et des transformations de la vallée de temps. C'est ce que nous retrouvons. Vous êtes tout à la fois et vous ne faites rien. Et ça, c'est un gros souci. Il faut qu'on arrive à vous aider à cela. Autre chose que je voudrais dire, c'est la question du cadre juridique et réglementaire de notre secteur. C'est un secteur où le cadre juridique et réglementaire n'est pas encore bien, j'allais dire. Tout le monde rentre dans le commerce, tout le monde sort dans le commerce. C'est un moulin. Je pense que ce côté aussi est à voir. Il faut qu'on mette en place des lois, des tests qui définissent par exemple qui est commerçant. Et dans les commerçants, il y a ceux qui font le détail. Dans les commerçants, il y a des grossistes. Dans les commerçants, il y a des demi-grossistes. Mais très souvent, vous arrivez, le même gars, il fait le gros, il fait le demi-gros, il fait le détail. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est grossiste, qui vous vend des produits pour que vous allez vendre au détail, et qui lui-même vend au détail, ne va pas tuer votre commerce? Et donc, il faut que ce secteur aussi soit réglementé. Bien sûr, lorsque je dis tout ça, il y a également, pour faire tout ça, comme je le dis, il y a la question du financement qui accompagne tout ça. Et moi, je vais dire que les débats que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, c'est des choses qui ont été vues auparavant par nos dévanciers. C'est des choses qui ont été vues par nos dévanciers. Le président Oufouette avait créé la sauce de fer en son temps, qui permettait de produire assez de tomates. Très longtemps, le président Oufouette avait montré qu'à travers la maîtrise de l'eau, on pouvait développer notre agriculture. Moi, j'ai eu la chance de prendre la route de Yamsokro-Boisflé. En son temps, quand vous prenez, là où il y a même ces plantations de caféiers, il les arrosait. Donc, c'est des problèmes qui sont connus. Il faut seulement que nous sachions mettre des priorités dans ce que nous faisons. Il faut que nous sachions mettre les priorités là où il le faut, et je suis sûr que nous allons arriver à avoir des produits vivriers en abondance et des produits vivriers qui soient assez compétitifs. Je pense que autre chose que je voulais terminer, c'est qu'au niveau de l'OCPV, je disais tantôt, nous sommes une structure, un EPL de type administratif. Et notre budget dépend essentiellement de l'État. Aujourd'hui, l'État veut quand même que tous les secteurs d'activité participent à notre économie. Le secteur du vivrier, beaucoup d'argent sont brassés, mais c'est dans le secteur informel. Quand je vois les gens du cacao sont ici, ils font malin, je dis, mais ils n'ont rien. À peine 1 600 000 tonnes. Sinon, 2 millions de tonnes qu'on produit. Le vivrier, c'est 18 millions de tonnes. C'est 18 millions de tonnes. Si nous nous organisons, si nous arrivons à mettre en place des mécanismes pour prélever des fonds comme on le fait sur d'autres filières, je vous dis que nous allons réussir à financer et les infrastructures rurales et les infrastructures de mise en marché, et nous allons
arriver à financer les opérateurs de la filière. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons proposé à M. le ministre d'aller à la réforme de l'OCPV pour lui donner un statut qui lui permette de mobiliser suffisamment de ressources et réussir à faire un véritable accompagnement des acteurs. Je voudrais vous remercier. Merci bien, M. Adou. Ensuite, je termine avec l'OCPV. L'OCPV fait de grandes choses, mais vous devez faire des conférences dans nos villages, je vous remercie. Merci bien, mon commandant. Dites-nous aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de subvention? Parce que même si on réforme l'OCPV, tant qu'il n'y aura pas de subvention, tous les pays, vous êtes mieux placés de partir à Israël, au niveau de l'Union européenne, il y a la politique agricole commune qui subventionne tout. Quand ils ont fini de manger, ils ont fini de consommer leur lait, la subvention, ils viennent vendre ici plus cher. Ma deuxième intervention, c'est un peu en direction du dernier, l'OCPV, qui a une structure de l'État, une structure agricole et une structure de commerce. Je vous ai écouté, vous avez posé des questions et j'attendais à ce que ces questions-là aient des réponses. Que fait le ministère du Commerce? J'ai envie de dire le gouvernement ivoirien pour que ce que vous appelez désordre au niveau des producteurs vitivinicole puisse être devenu de l'ordre. Qui doit mettre l'ordre? Qui doit former nos vaillants cultivateurs et planteurs qui n'ont pas été à l'école pour ça, mais qui ont la volonté de nourrir le peuple ivoirien. Je crois que l'État ivoirien a le devoir non seulement de former, mais de montrer comment les choses vont se faire pour que les retombées économiques reviennent à ceux qui produisent. Sur le terrain, ce que vous ne savez pas, c'est que celui qui vend la tomate, elle a envie d'avoir le produit pour pouvoir vendre. C'est les acheteurs qui sont à Abidjan, qui vont les préfinancer et qui arrivent là-bas, qui fixent le prix. Ceux qui fixent le prix, la bonne dame qui a mis tout ça, l'énergie là-dedans, ne peut que subir. Elle ne peut même pas discuter. On dit, ah, le prix aujourd'hui c'est combien? Mais c'est 300 francs. Alors qu'à Abidjan c'est 1800 francs. Sur le terrain là-bas, elle est obligée de vendre à 300 francs, sinon la tomate va pourrir sur ses bras. Alors, qu'est-ce que l'OCPV fait pour aider ces planteurs-là? Parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Le jour où ils vont arrêter d'aller au champ, on n'aura pas mangé à Abidjan. Donc c'est eux qui constituent, je dirais, l'élément essentiel de ce que nous mangeons tous les jours. Alors faisons en sorte que vraiment elles ne soient pas au bas de l'échelle des profiteurs de leurs produits. Merci. Je me présente, je suis M. Yapo, je suis entrepreneur agricole. Ma préoccupation déjà c'était au niveau de la formation surtout. Parce qu'il faut dire que c'est bien beau d'avoir les financements et tout ça, mais nos parents ne connaissent vraiment rien des techniques modernes de l'agriculture. Et j'aimerais dire ici, comme l'a dit le DG de l'OCPV, il a parlé de volume de production, de l'offre et de la demande, de la qualité, et il a cité deux pays en exemple, le Maroc et l'Israël. Bon, j'aimerais lui dire aussi que j'ai fait un petit peu de temps en Israël aussi, et je connais un peu comment le système fonctionne là-bas. Et je veux dire aussi que si nous voulons avoir des produits de qualité et une bonne production, ce n'est pas forcément la surface qui fait, mais il faut qu'il y ait une formation de base. Parce qu'en Israël, ils utilisent juste des petites surfaces pour avoir des grosses productions. Et cette technique-là, on peut l'appliquer chez nous. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de politique, de lutte contre la déforestation et tout ça. Donc il faut pouvoir envoyer ce qu'on a pris de l'autre côté, l'instaurer ici. Et je pense que ça peut marcher. S'il y a de la volonté politique, ça peut marcher. L'argent, elle seule, ne suffit pas pour produire. Sinon ici, je veux dire, il y a des producteurs qui ont les moyens, il y a des gens qui sont à Abidjan, qui ont les moyens, qui financent des gens ici pour produire. Mais quand ils produisent, à peine s'ils arrivent à voir ce qu'ils ont mis comme investissement, déjà le coût d'investissement aussi est élevé. Le matériel coûte cher. Vous avez parlé tout à l'heure de système d'irrigation, de produire en toute saison, en pleine saison comme en grande saison. Mais
monsieur le directeur, j'aimerais vous dire que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour payer un hectare de système d'irrigation. Et pour une personne qui est en train de produire sur un hectare, je ne pense pas qu'à lui seul, il peut prendre 2 arrosoirs de 16 litres pour arroser tout un champ. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc je veux que vous, étant le directeur de l'OCPV, vous puissiez mener des enquêtes sur le terrain. Allez au fin fond du pays. Allez au fin fond du pays. Allez chez les petits producteurs. Échangez avec eux. Vous verrez les vrais problèmes. Vous verrez les vrais problèmes. Parce que c'est les petits producteurs qui nourrissent tout le monde. C'est pas les coopératives. C'est vrai que les coopératives font aussi, mais les plus petits producteurs qui sont dans nos forêts, c'est ceux-là qui font l'agriculture ivoirienne. Mais ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de formation. Nous autres qui sommes là, on essaie de vraiment les encadrer, mais ce n'est pas facile, parce que nous n'avons pas de moyens aussi. C'est à vous de venir vers eux pour vraiment les emmener à construire notre agriculture pour demain. Merci. Qui existait, qui comprenait même les préfets pour donner les agréments. Depuis quelque temps, pour créer une coopérative, vous vous rendez simplement au niveau de la justice, vous donnez vos papiers et vous avez votre coopérative. Sans même que les structures en charge de l'encadrement, que ce soit la NADER, que ce soit l'OCPV, que ce soit d'autres structures, n'aient connaissance vraiment de votre existence. Par le passé, ce n'était pas comme ça. Et quand vous arrivez à cette situation, c'est difficile de mettre de l'ordre dans le secteur. Et comme je le disais, nous avons identifié tous ces problèmes et nous, le travail que nous faisons, c'est un peu ce que les conseillers économiques aussi font. Nous sommes une force de proposition. Nous relevons tous ces problèmes-là et nous les mettons à la connaissance de la hiérarchie pour prendre la décision. Je pense qu'aujourd'hui, si nous arrivons à revoir un peu, à revoir comment le dispositif qu'il faut pour créer une coopérative, si nous revoyons ça, nous revoyons cela, certainement que nous allons arriver à avoir un secteur un peu plus structuré. Sinon, pour le moment, chacun se lève et va au greffe, il crée sa coopérative. Et après, nous, on est devant le fait accompli. Donc, je pense que c'est des éléments sur lesquels vous aussi, vous devez plancher, nous aider à résoudre. Ok. L'autre question qui a été posée, c'est la question de créer des investisseurs. Je pense qu'un investisseur, c'est vraiment une personne, d'aller dire physique ou morale, qui a identifié un secteur d'activité dans lequel il décide de mettre des capitaux pour avoir de l'argent. C'est pas le rôle de l'État de créer des investisseurs, mais c'est le rôle de l'État de créer des conditions favorables pour que les investisseurs puissent venir. Et en la matière, en Côte d'Ivoire, je pense que nous avons un des meilleurs codes d'investissement qui soit attractif. Et ça, c'est ce que l'État peut faire. Et au moment où je parle, vous voyez, celui qui a posé la question lui-même n'est pas là pour écouter. Donc, vous voyez, ça ne l'intéresse pas et c'est ce qu'on constate un peu. L'autre chose, il a parlé de subventions. Mais je pense que dans le secteur du vivrier, c'est le secteur qui a reçu beaucoup de subventions. Je ne peux pas tout lister, mais ce secteur a eu beaucoup de subventions. Je crois que c'était en 2012-2014, un fonds BASI qui a été mis en place. On a prêté assez d'argent aux femmes. Personne n'a remboursé. Après, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a eu un fonds pour le développement du vivrier qui a été mis en place. On a donné plein de sous aux femmes. On n'a vu aucun résultat. Et aujourd'hui, même dans le cadre de Covid, j'ai remis près de 700 millions aux femmes. Il y a encore 500 millions que nous devrons leur remettre. Donc les femmes reçoivent de l'argent. Quand on dit qu'il n'y a pas de subvention, ce n'est pas exact. Le problème que nous avons, nous disons toujours, les véritables femmes qui sont dans les champs et qui travaillent, lorsqu'on met à ces subventions, elles ne les parviennent pas. Elles n'ont pas accès à l'argent parce qu'il y en a qui sont au bureau et qui ont cet argent. Donc voilà un peu le problème. Sinon, il y a des subventions dans le secteur. Donc c'est rapidement ce que je voulais dire. Merci.
Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait posé une question sur la formation, et je pense que c'était une question importante, parce que même aujourd'hui, avec l'existence des écoles que nous avons, si vous cherchez des spécialistes en production maraîchère, vous n'en trouverez pas. Ils sont très rares parce que beaucoup préfèrent s'orienter vers les cultures de rente, cacao, EVA et autres. Mais au niveau du vivrier, c'est vraiment très rare. C'est maintenant que vraiment il y a quelques-uns qui se dessinent. Le matériel d'irrigation coûte cher. Effectivement, il y a quelques années, il y avait une seule structure en Côte d'Ivoire qui vendait du matériel d'irrigation. C'était CEMAT. Et aujourd'hui que nous avons pris la pleine mesure des changements climatiques, vous voyez que les structures qui font l'irrigation sont en train de s'installer progressivement. Aujourd'hui, à côté de CEMAT, vous avez ASFA, vous avez au moins 3 structures qui sont là, et eux tous ne sont pas venus. Donc, avec les changements climatiques, vous verrez que les structures vont s'installer. Et quand il y aura beaucoup d'offres, c'est sûr que le coût du matériel va baisser. Mais c'est sûr que dans les pays où les gens ont adopté l'irrigation, ils ont bénéficié de subventions de l'État. Ça, c'est clair. C'est ce que je voulais ajouter. Merci.